Bienvenue pour ce nouvel U-Match. Alors, avant tout, comme de coutume, un petit rappel du concept, une question au cœur de l'actu, 2 invités et un débat de fond. Et de débat de fond, il y en a bien besoin à l'heure du grand renversement où tous les mots sont vidés de leur substance pour tordre la réalité entre l'antifascisme, quel qu'il soit, mis au pilori et tentative éhontée de renversement du Front républicain, incluant le RN, contre la France insoumise. À l'origine de cette bascule dans laquelle nous avons plongé quasiment la tête la première ces derniers jours, comme vous le savez, la mort du militant néofasciste Quentin Derengue, décédé le 14 février, des coups mortels qui lui ont été portés le 12 février, alors qu'il était à terre lors d'une rixe à Lyon avec des antifas. Depuis, dans le cadre de l'enquête, 11 personnes ont été interpellées, puis 7 ont été mises en examen pour homicide volontaire ou complicité d'homicide volontaire, dont un assistant parlementaire entre-temps licencié du député LFI Raphaël Arnaud. En parallèle de ces événements, samedi dernier, une marche en hommage à Quentin Derengue, à laquelle sa famille ne s'est pas associée, a été autorisée par les autorités à Lyon. Plus de 3000 personnes s'y sont retrouvées, dans leur rang des représentants des groupes identitaires, néo-nazis, néofascistes, ultranationalistes et on en passe, avec slogans racistes et salut nazi à la clé. Ce qui n'a pas empêché l'extrême droite de continuer à tenter d'imposer son récit et à beaucoup d'autres de s'engouffrer dans la brèche. Alors, comment, dans un tel contexte, sortir du piège de la diabolisation de la gauche ? Pour en débattre, nous accueillons sur ce plateau Nadège Aboumangoli. Bonjour. Bonjour. Vous êtes députée de la France Insoumise. Vous avez été élue dans le département de la Seine-Saint-Denis, alors pour la première fois en 2022, puis réélue par la suite. Vous êtes actuellement première vice-présidente de l'Assemblée nationale. Merci beaucoup à vous d'être présente avec nous aujourd'hui. Face à vous, Sabrina Sebahi. Bonjour à vous. Bonjour. Vous êtes députée du groupe écologiste et social à l'Assemblée nationale. Vous avez aussi été élue en 2022, mais vous, dans le département des Hauts-de-Seine. Et puis, à mes côtés, bien sûr, pour animer cette émission, alors les plus fidèles d'entre vous l'auront reconnu, Cyprien Caedeo, chef adjoint du service politique de l'Humanité. Salut Cyprien. Bonjour Julia et bonjour à nos 2 invités. Alors, sans plus tarder, comme je le disais à l'instant, on a assisté ces 15 derniers jours à un renversement du Front républicain. On commence par en regarder un condensé en images. J'appelle donc à constituer un véritable cordon sanitaire pour isoler la France insoumise et la tenir à l'écart des institutions, que ce soit à l'Assemblée nationale où ses députés siègent dans de nombreuses instances ou en vue des prochaines élections municipales. LFI, c'est pour moi les initiales de la France indécente. Vous considérez qu'ils ne sont plus dans l'arc républicain aujourd'hui ? Mais il y a belle lurette, bien évidemment. J'adresse la même chose, y compris à Jordan Bardella. Si vraiment il veut mettre en place le cordon sanitaire, il y a une chose très simple à faire. C'est retirer ses candidats dans les villes où LFI peut gagner, où il sait pertinemment que le Rassemblement national n'a aucune chance. Ouais, donc l'expression qu'on a entendue ici, cordon sanitaire, est très importante. Il faut juste rappeler ce que c'est. À la base, c'est comme un concept de science politique qui parle de la stratégie de mise à l'écart de l'extrême droite, notamment pour éviter qu'elle rentre dans des majorités parlementaires. En gros, c'est pas d'alliance avec l'extrême droite, tout simplement. Et là, ce qui est pratiqué en Belgique. Ce qui est effectivement pratiqué en Belgique, notamment. Et donc, là, on voit qu'il y a un retournement complet de l'expression dans la bouche de ceux qu'on a entendus ici. Sabrina Sebahi, pour commencer avec vous, cette stratégie de normalisation du RN, couplée avec donc cette entreprise de diabolisation de la gauche, elle date pas d'hier. Est-ce que pour vous, cette séquence qui s'est ouverte, c'est une étape parmi d'autres, ou est-ce qu'on est sur une vraie bascule, une rupture ? Alors, effectivement, ça date pas d'hier. Je pense que ça commence déjà depuis quelques temps, cette diabolisation d'une partie de la gauche et du coup, cette normalisation, banalisation de l'extrême droite. Ça avait déjà commencé déjà en 2022, mais déjà un peu avant ça. Et en réalité, pour moi, on suit des étapes assez logiques, c'est-à-dire qu'on commence déjà par pointer du doigt, par dire qui fait partie du Front républicain, qui ne l'est pas. Puis ensuite, certains deviennent infréquentables. Puis en fait, aujourd'hui, c'est la France insoumise. Demain, ça sera probablement les écologistes, puisqu'ils ne s'arrêteront bien évidemment pas là. Et donc, tout ça fait partie d'une stratégie assez bien huilée en réalité. Et pendant qu'on parle de tout cela, eh bien, on ne parle pas d'une chose, c'est-à-dire qu'on nous a beaucoup parlé de la question de l'antifascisme dans notre pays, sauf que personne ne pose
le fait de savoir pourquoi il y a des associations et des structures antifascistes dans notre pays. Et je trouve que c'est extrêmement grave parce que justement, ces associations et ces structures, elles existent parce qu'on assiste à une montée du fascisme sans précédent dans notre pays, que l'extrême droite est quasiment aux portes du pouvoir, que le racisme et les langues, et d'ailleurs depuis cette concentration des médias par quelques millionnaires avec une ligne éditoriale très précise qui s'en prend toujours au même avec des boucs émissaires bien identifiés, avec un retournement de la situation, eh bien tout ce contexte et tout ce climat fait qu'on a une libération totale de la parole. Donc avec une extrême droite, je l'ai dit, qui est quasiment aux portes du pouvoir, c'était déjà le cas en 2024 et c'est justement le barrage républicain qui a permis de l'obtenir. Et je rappelle d'ailleurs, parce qu'on en a vu quand même quelques-uns qui sont passés sur les plateaux télé, qu'une grande partie d'entre eux ont été élus grâce au barrage républicain et grâce au retrait notamment d'environ 150 candidats du Nouveau Front Populaire. Donc à ce moment-là, ils étaient bien contents d'avoir un barrage républicain. Et moi, je dois avouer par contre que je n'aurais jamais imaginé assister à une séquence où c'est Jordan Bardella lui-même qui dit qui fait partie du champ républicain, qui ne l'est pas, et qui demande lui-même à faire un barrage républicain autour d'un parti. Bien sûr, bien sûr. Alors, le piège, on le voit, est d'autant plus grand avec la montée du fascisme dont parle Sabrina Sebaï, mais Nadège Abou-Mongoli, la diabolisation à laquelle on assiste, cette fois, elle a une particularité, elle s'appuie sur une mort violente et des faits établis, celle de la participation notamment d'un collaborateur de votre groupe. Est-ce que ce processus, dans ce contexte-là, est réversible ? Alors d'abord, on ne sait pas exactement les faits exacts et la nature de la participation du collaborateur de Raphaël Ernaut qui a été licencié. Et je tiens à cette étape à rappeler que Raphaël Ernaut n'est responsable en rien de la mort du jeune militant néofasciste, qui se trouvait d'ailleurs à l'Assemblée nationale à ce moment-là, et que nous soutenons Raphaël Ernaut, dont certains demandent la démission. La réalité, c'est que cette diabolisation, cette mise en scène de ce qu'est l'arc républicain, d'abord, elle est ancienne. Elle a toujours existé et elle s'intensifie toujours dans les moments où, finalement, l'extrême droite, les fascistes, sont en situation d'être eux-mêmes normalisés et sont dans une forme de quasi-hégémonie intellectuelle et idéologique. Parce que, finalement, ce que Sabrina a rappelé, c'est que la République a été sauvée par le barrage républicain, par le désistement républicain d'un certain nombre de candidats du NFP, mais qu'au regard, déjà en 2024, plusieurs candidats macronistes avaient, eux, refusé de faire de même. Donc, c'est pas non plus étonnant qu'aujourd'hui, on assiste au fait que Aurore Bergé, qui est quand même la ministre en charge de la lutte contre les discriminations et qui n'a jamais aucun mot pour rappeler ce qu'il se passe dans ce pays, des militants de gauche, des militants LGBT, des hommes et des femmes racisés tués ou agressés, nous n'avons jamais un mot. En revanche, aujourd'hui, elle quémande d'une certaine manière un accord électoral avec le Rassemblement national. Et moi, ce que je dis, c'est que de Jaurès à Mitterrand, en passant par Léon Blum, à chaque fois qu'il y a eu la gauche en situation de proposer un projet alternatif, de déposséder les puissants, de lutter contre le fascisme, eh bien, il y a des gens qui s'allient pour se liguer contre la gauche de rupture, et la gauche de rupture qui, aujourd'hui, dit clairement les choses. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous avons une alliance objective entre les oligarchies et l'extrême droite, et qu'il y a une forme d'accommodement par rapport à ça. Et donc la violence de ce qu'il se passe à Lyon, c'est aussi matériellement l'aboutissement de violences qui, depuis 2010, explosent. C'est-à-dire que tous les ans à Lyon, depuis maintenant 15 ans, une vingtaine d'attaques contre des personnes racisées, des militants, des personnes LGBT. Et donc la question que moi je me pose, c'est où sont les responsabilités politiques de ça? Parce que ça fait plusieurs années, plusieurs mois que nous alertons sur ce climat, que les autorités ne font rien et que finalement des mouvements comme la Journée Garde se constituent parce qu'il y a ce climat et qu'ils organisent à la fois la solidarité, l'autodéfense populaire et une forme de protection par rapport à des gens qui aujourd'hui sont menacés et dont on ne parle jamais dans les médias dominants. On voit là, juste avant de passer à notre prochaine question, mais on voit là avec la question de la Jeune Garde, le rapport à la violence aussi de la gauche qui est interrogée. Est-ce que pour sortir du piège de cette diabolisation en cours, il faut rompre avec et rappeler clairement la rupture de la gauche avec la violence? Mais nous avons toujours dit
dit que nous n'étions pas justement pour le règlement des conflits politiques par la violence. Et c'est la raison pour laquelle nous parlons de révolution citoyenne, par exemple, de révolution, de changement par les urnes. Ce qu'il se passe, en revanche, c'est qu'aujourd'hui, la Jeune Garde et des groupes dits Antifa sont celles et ceux qui, finalement, protègent. Et la question qu'il faut poser, c'est quel est le rapport du pouvoir aujourd'hui à la protection des individus, des militants, des personnes victimes de violences. Parce que l'inversion de la question n'est pas opérante. Il y a toujours eu dans ce pays des services d'ordre. Par exemple, notre service d'ordre, nous, c'est pas un service d'ordre d'attaque, c'est un service d'ordre de protection. Lorsque, en 2023, Carlos Martins Bilongo et Lou Bayard ont été attaqués par une trentaine de fascistes, c'est notre service d'ordre qui l'a protégé. C'est le service d'ordre qui les a fait rentrer. Il aurait pu se passer un drame. Et des drames comme ça sont évités régulièrement, vraiment régulièrement, sans que personne ne s'inquiète, sans que les autorités compétentes ne soient questionnées. Moi, aujourd'hui, je demande la protection également pour un certain nombre de collègues qui ont vu leur permanence attaquée. Il y a des équipes parlementaires qui sont concernées. On a aujourd'hui une vingtaine de permanences de la France Insoumise qui ont été attaquées. Et donc, le rapport à la violence, c'est pas nous qui devons l'interroger, c'est plutôt les autorités qui laissent prospérer cette violence. Et d'ailleurs, tout à l'heure, on parlait des années 30. Enfin, moi, j'appelle à ce que chacune et chacun se rappelle de son histoire. Parce que, finalement, la Jeune Garde, y compris jusqu'à son logo, c'est la reprise du logo de la SFIO qui est lui-même la reprise du logo du SPD. Parce que nous savons que nous ne pouvons pas nous laisser tabasser ou tuer. Séverine Sebaï, peut-être une réponse sur la question de la violence, parce que sur la question de la Jeune Garde, par exemple, on sait que la secrétaire nationale des écologistes, Marine Tondelier, a eu des mots très critiques, a appelé à rompre avec la Jeune Garde et aussi à la démission de Raphaël Arnaud. Quelle est votre position par rapport à ça ? D'abord, moi, je crois que la question de la violence, et ça a été rappelé par Nadège, en fait, il n'y a aucun parti de gauche qui n'a jamais légitimé la violence pour résoudre des débats, du dialogue politique. On a toujours justement privilégié le dialogue. Peut-être la nuance, c'est que LFI, effectivement, ils parlent de révolution. Nous, les écologistes, on parle de transition sur la manière d'accéder au pouvoir. Et c'est aussi ça, les nuances. Et c'est aussi pour ça qu'on n'est pas dans les mêmes partis politiques d'ailleurs. On ne fait pas forcément de la politique de la même manière. Mais par contre, là où je la rejoins, c'est qu'on ne peut pas être coupable par procuration. C'est pas parce qu'on a un collaborateur qui est aujourd'hui entendu dans le cadre d'une enquête préliminaire que le député est coupable des faits. Parce que nous-mêmes, on a combattu ces accusations. Vous savez, on a eu pendant de nombreux mois des tentatives de l'extrême droite, par exemple, de dire qu'il fallait dissoudre L214 parce qu'il y avait des militants qui entraient par effraction dans des usines où il y avait des animaux qui étaient maltraités. Donc, il fallait dissoudre ces associations parce qu'elles étaient violentes. Eh bien, on a toujours dit absolument pas. Les associations, elles existent, elles sont là. Vous avez des individus qui, eux, par contre, peuvent poser problème et la justice fera son travail. Par contre, ce qui est vrai, c'est que pendant qu'on parle de cette violence autour de la gauche, alors qu'en réalité, quand on reprend l'histoire, finalement, et aucune mort n'est acceptable, mais la majorité des crimes qui ont été commis sur des idéologies politiques, ce sont bien celles de l'extrême droite. Et c'est pour ça que moi, je ne mets absolument pas un signe égal aujourd'hui entre la France insoumise et l'extrême droite, parce que l'existence même de l'extrême droite se construit sur un projet xénophobe et raciste qui n'a que pour vocation la fracture de notre pays et d'aller tabasser effectivement des femmes, des LGBT, des racisés dans les rues, etc. Et je dois même vous dire que souvent, on ne parle pas de cette violence de l'extrême droite parce que... Pour le coup, l'UMA, je crois que c'est le seul journal à en avoir parlé. Début janvier, la Cocarde a fait une descente à l'université de Nanterre. Ils ont tabassé des étudiants. Il y a eu une commotion cérébrale d'une des étudiantes. Quasiment personne n'en a parlé à part votre journal. Donc on voit bien en fait que quand on veut faire monter un sujet, eh bien, il y a toute une organisation médiatico-politique qui se met à l'œuvre pour avoir un seul intérêt. Effectivement, c'est une alliance aujourd'hui entre les ultralibéraux qui veulent garder leurs privilèges et l'extrême droite qui, elle, veut accéder au pouvoir. Et donc, cette alliance de circonstances, elle est en route, et notamment pour 2027. Vous m'offrez une transition toute trouvée, parce qu'on voulait justement parler de la question du cadrage médiatique, puisque là, on a vu l'offensive politique, mais évidemment, le cadrage médiatique est extrêmement important dans la séquence. On a eu en première partie notre invité Nassira El Modem qui parlait de comment le récit de Némésis a été celui qui a été privilégié, notamment dans les médias, dans un premier temps. Visiblement, la stratégie de Jean-Luc Mélenchon, Nadège Abon-Mongolie, c'est d'acter la rupture avec ce qu'il appelle les grands médias ou les médias dominants et ce qu'il appelle les gardes à vue médiatiques, c'est-à-dire les interviews des insoumis qui sont parfois à charge. Il l'a redit hier à Lyon. Est-ce que vous avez choisi de rompre concrètement avec les médias dits traditionnels ? Et est-ce que ce n'est pas une stratégie qui peut être contre-productive puisque vous allez
alimenter forcément la diabolisation, puisqu'on va vous accuser je sais pas si c'est une rupture. de ne pas respecter les journalistes. Mais on prend acte, en fait. On prend acte de la situation. Et vous parlez du récit médiatique et du cadrage médiatique, c'est exactement ce dans quoi nous sommes. Et vous aurez constaté que, y compris lorsqu'on nous pose des questions, c'est pas des questions simples, c'est pas des questions directes, sujet, verbe, complément, point d'interrogation. C'est déjà même dans les questions qui sont posées, le cadrage est déjà posé. Donc il y a ça. Il y a aussi les dispositifs médiatiques. Avec des plateaux qui n'en sont pas vraiment, en fait, avec d'ailleurs une manière de privilégier des éditorialistes qui s'abstraient des experts qui s'extraient des formes de déontologie de base qui consistent à chercher la vérité, mais plutôt à imposer un récit, une opinion. Et donc, de facto, il y a ce récit qui existe. Là, ça a été quand même assez grossier concernant la mort de Quentin Deroque, puisque d'abord, il y a eu effectivement la prise en compte mot pour mot quasiment du récit de Ménésis. Et ce qui pose un problème aussi, c'est de parler avant d'avoir les faits, avant d'avoir des éléments même objectifs du procureur, et pour, d'une certaine manière, faire en sorte que les gens soient, j'aime pas cette expression, mais un peu pris en otage par ce récit, et de devoir se positionner par rapport à ce récit, de mettre en place des formes de compassion obligatoires, et finalement de normaliser ce qui n'est pas normalisable, même à la fin en termes d'idées. Très concrètement, ça veut dire que du coup, vous allez plus y aller sur ces plateaux, ou c'est ça la leçon que vous en tirez, ou... Non, mais c'est pas qu'on va plus aller, mais c'est qu'on va. De toute façon, on y va un peu différemment. C'est qu'on y va déjà, c'est quasiment avec un gilet pare-balles. Donc, on sait de quelle manière on est traité. On accepte les invitations lorsqu'elles sont honnêtes. Vous savez, par exemple, je vais vous donner un exemple très concret de cadrage médiatique. On invite ma collègue Alma Dufour sur un média, BFM TV. On lui dit quels sont les sujets. Elle le valide à plusieurs reprises. 3, 4 fois. La veille pour le lendemain. Et 2 minutes avant, ça change. C'est systématiquement ça qui est fait parce que aujourd'hui, manifestement, nous n'avons pas le droit d'avoir des interviews normales. Enfin, et donc, du coup, les nouveaux médias, c'est un espace dans lequel il me semble plus cohérent de s'investir. Et par ailleurs, c'est en phase aussi avec la société d'aujourd'hui. Alors vous, Sabrina Selahi, est-ce que vous partagez ce constat sur le cadrage médiatique tel qu'on le voit aujourd'hui? Et puis, est-ce que vous partagez la stratégie décrite? Alors, sur la question du cadrage, je l'ai un peu abordé tout à l'heure. Nous, aujourd'hui, il y a un vrai problème, c'est la concentration des médias par quelques personnes, avec une ligne éditoriale qui est, je l'ai dit, totalement assumée. Et à vrai dire, nous, ça fait déjà plusieurs années qu'on ne va plus chez CNews, par exemple. Par quelques personnes, dont Vincent Bolloré, par exemple. Absolument, voilà. Vincent Bolloré et d'autres. Et donc, CNews, on a fait le choix de ne plus y aller. Ça fait de nombreuses années que les écologistes ne vont plus sur les plateaux de CNews, parce qu'effectivement, on va sur des plateaux où, finalement, ce qui est proposé à la personne qui regarde ces chaînes n'est pas la vérité. N'est pas le traitement médiatique tel qu'il devrait être fait par des journalistes, mais c'est le buzz en permanence. Et on joue sur l'émotion, c'est-à-dire qu'on crée finalement cette fracture dont je parlais tout à l'heure, avec vraiment ce tracé qui est fait sur il y a une fracture, il y a un fantasme autour de cette France finalement qui ne pourrait pas cohabiter avec toutes ces nationalités, qui ne pourraient pas vivre ensemble. Et donc on y va, et c'est vraiment le programme de l'extrême droite qui se déroule sur ces chaînes. Malheureusement, ça commence aussi à se voir sur d'autres plateaux et sur d'autres médias. Et donc aujourd'hui, on a une vraie difficulté. Quand vous avez par exemple le cadrage sur la mort de Quentin Deroque, et je crois que vraiment, vous voyez, toutes les forces politiques l'ont condamné unanimement. Et pourtant, on a parlé de cette mort comme étant pas condamnée par une partie de la gauche, comme étant... du fait, on n'avait même pas les éléments de l'enquête, que c'était déjà la France Insoumise qui était responsable. Des phrases tronquées. On a vu LFI tue, etc. Enfin, c'est extrêmement grave d'avoir des personnes qui vont sur des plateaux expliquer ça. Et à aucun moment, sur le cadrage médiatique, par exemple, on a évoqué le fait qu'il y avait d'abord une conférence qui a été prévue et qu'il n'y avait pas de protection de cette conférence par le ministère de l'Intérieur, qui est pourtant son rôle, que sur la ville de Lyon, assez régulièrement, il y a des manifestations de groupuscules d'extrême droite qui vont taper des personnes de la diversité, qui vont taper des LGBT dans les rues, et le maire de Lyon a alerté à plusieurs reprises, et pourtant ce n'est pas pris à la hauteur. Nous avons demandé à plusieurs reprises la dissolution de certains groupuscules d'extrême droite, ce n'est jamais pris au sérieux. Donc vous voyez bien en fait que quand on veut faire un cadrage honnête, eh bien il y avait énormément de choses à dire
sur justement la venue de ce drame qui aurait pu, de mon point de vue, être évité. Parce que si on avait sécurisé la conférence, si on avait mis les moyens de sécurité à ce moment-là, eh bien peut-être que ce drame, il aurait pu être évité. Et donc, moi, si vous voulez, je vois bien. Et quand on veut en réalité avoir un cadrage, on l'a eu sur d'autres sujets, hein, vous savez, il y a quelques mois de ça, je me rappelle, c'était l'Algérie, matin, midi et soir. Et alors là, c'était vraiment sur tous les plateaux, tous les médias, c'était l'Algérie, notre ennemi, etc., etc. C'était en permanence. Et puis, très bizarrement, à chaque fois que vous avez un sujet, donc là c'était l'Algérie, ensuite on a eu l'islam, ensuite on a eu les vagues migratoires, etc. Il y a un sondage qui sort du chapeau. 70% des Français sont d'accord. Ben oui, 70% des Français sont matraqués en permanence par toute cette idéologie qui suinte sur tous les plateaux de télé. Comment vous voulez qu'ils ne soient pas d'accord avec ce qu'on leur raconte du matin au soir? Et moi, je trouve que ce qui est dommage, c'est que nous, on est très attachés, et je pense qu'on l'a démontré à plusieurs reprises, à l'indépendance de la presse, au fait que les journalistes puissent travailler en étant en toute tranquillité, en pouvant défendre leurs idées sans que personne ne leur dicte une ligne éditoriale. Et donc là, on voit bien à quel point ce rétrécissement il est en train d'avoir lieu. Et la difficulté, c'est est-ce qu'on aura encore des journaux indépendants qui seront capables de transmettre l'information la plus juste possible après des enquêtes, après des interviews qui sont justes et équilibrées, et non pas de pseudo-experts qui viennent sur des plateaux raconter finalement des choses qu'ils ne connaissent pas. Alors sur ces plateaux, on voit beaucoup défiler l'extrême droite, y compris qui aux côtés ces derniers jours, donc on le disait, de la Macronie et de LR, ont entretenu ce récit du renversement du Front républicain. Mais il y a aussi une partie de la gauche qui s'est engouffrée dans cette brèche qui a été ouverte. On voit ça tout de suite en vidéo. Clairement, la France insoumise brutalise le débat public depuis des semaines et des semaines et des mois et des mois. Vous savez, vous ne pouvez pas en permanence utiliser des mots d'une violence extrême sans penser que ces mots se traduiront en actes. Je l'ai dit et je l'ai incarné depuis un moment. En 2024, j'ai été candidat aux élections législatives en refusant l'accord électoral avec la France insoumise. Je considère que la relation avec LFI est terminée. La relation avec LFI est rompue. Pour ce qui me Totalement. concerne, elle est rompue. Alors Sabrina Sebahi, au-delà des attaques contre LFI qui sont effectivement là, on les voit très directes, mais est-ce que ces sorties font aussi peser un danger sur l'ensemble de la gauche, au-delà de la seule France insoumise ? Ça me semble assez évident en réalité. Et moi, ça va sans doute mieux en le disant. Oui, enfin, moi, je trouve que c'est extrêmement grave ce qui est en train de se passer d'une partie de la gauche, justement, qui tombe dans ce piège de finalement se ranger du côté de cette oligarchie aujourd'hui dans ce débat médiatique et politique tel qu'on le voit. D'abord, enfin, pour moi... J'allais dire, il n'y a que des candidats à la présidentielle en fait qui se sont exprimés. C'est intéressant parce qu'en réalité, c'est un peu ça le sujet. C'est-à-dire que tout le monde est déjà dans la séquence de 2027 et c'est à celui qui tapera le plus pour pouvoir exister par un coup de buzz et peut-être avoir voilà, une image qui monte dans les sondages ou je ne sais pas. Ce que je remarque aussi, c'est que en fait... taper comme ils le font, ça affaiblit toute la gauche. Tout à l'heure, je disais, ils ont commencé par la France insoumise. D'ailleurs, vous avez vu le classement à l'extrême gauche pour les municipales de ce parti. Enfin, je rappelle quand même que l'extrême gauche, c'est des partis qui sont par exemple pour l'abolition du droit de propriété. Alors, je peux comprendre que l'encadrement des loyers de la France insoumise fasse peur, mais c'est aussi le programme des écologistes. Mais on n'en est quand même pas là. Donc, il y a bien une distinction à avoir entre ce qu'est l'extrême gauche et ce qu'est la gauche dans notre pays. Et donc, il y a de la confusion partout. On tape les uns sur les autres. Moi, franchement, j'ai déjà dit sincèrement, moi, je pense qu'il faut que chacun mette un peu son ego de côté maintenant parce qu'il y a un risque. Et je crois que notre responsabilité collective, c'est de faire en sorte qu'en 2027, l'extrême droite n'accède pas au pouvoir. On a réussi à se mettre d'accord en 2024 pour éviter justement que le RN arrive à Matignon et qu'il dirige le pays. Donc, on a été assez clair et on a réussi à le faire. Là, ce que je constate, c'est que, y compris un parti socialiste, vous savez, on peut remonter l'histoire. C'est intéressant de regarder, tu citais la SFIO tout à l'heure. En 1981, il y avait aussi une diabolisation du Parti communiste français. Mais François Mitterrand a refusé d'y participer. Et oui. Il a refusé de le faire. Et aujourd'hui, on surjoue des divisions. Parce qu'en réalité, quand on regarde nos programmes, on s'entend sur 80-90% de nos projets politiques. En 81, quand il y a le programme commun de François Mitterrand, le PC et le PS n'ont rien... Enfin, ce programme commun n'a absolument rien de commun. Il dirige le pays pendant 14 ans.
Donc vous voyez bien en fait qu'on peut faire toute la configuration. Pas de façon commune, hein. Il y a eu pas une de façon rupture commune, dès bien sûr, mais 83. il gagne en 81 sur ce programme commun où il n'y avait rien de commun. Franchement, il y avait beaucoup plus de choses différentes que finalement du commun. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il ne faut pas surjouer les divisions parce qu'elles sont dangereuses. Et la réalité aussi, parfois, quand je regarde tout ça, je le dis vraiment comme je le pense, c'est que finalement, on voit plutôt des privilégiés qui, eux, ne seront pas en première ligne en 2027 quand l'extrême droite sera au pouvoir et que par contre tous les autres Français ou toutes les autres personnes issues de l'immigration, peu importe d'où qu'elles viennent, les LGBT, les femmes qui eux seront en première ligne, eh bien je peux vous dire que eux ils n'attendent qu'une chose, c'est qu'on arrive à se mettre d'accord pour faire en sorte que l'extrême droite n'arrive jamais au pouvoir dans ce pays. Nathalie Jabot-Mongolis, une réaction aux extraits qu'on vient de voir et au propos déjà, vous avez diffusé des passages de ceux d'ailleurs, c'est intéressant, mais qui sont les autodestructeurs de la gauche. Et qui en réalité, parce que c'est très drôle d'entendre François Hollande sur les relations est coupée. Elle n'a jamais existé en fait. Justement, la France Insoumise existe par exemple parce que en fait ces gens ont échoué. Moi j'en étais du Parti socialiste. Il y a un échec fondamental qui fait qu'aujourd'hui je pense qu'un certain nombre de personnes dans ce pays, selon leur âge, qui ne retourneront jamais dans cette gauche-là. Si la gauche de rupture existe aujourd'hui, c'est aussi le fruit de leur échec. Mais moi ce qui me pose un problème, c'est c'est dans le moment politique que nous vivons, avec une normalisation sur les plateaux télé d'une marche de néo-nazis. François Hollande, qui a fait tabasser des gens au moment de la loi travail, parler de brutalisation, de violence, c'est un problème. François Hollande qui a proposé la déchéance de nationalité, venir donner des leçons, c'est un problème. Ce sont des raisons fondamentales pour lesquelles aujourd'hui, il n'est plus crédible pour rien. Voir Jérôme Guedj, qui était supposément l'aile gauche du Parti socialiste, aujourd'hui cotiser à cela, c'est-à-dire surfer sur une diabolisation basée sur une normalisation des néo-nazis pour taper Jean-Luc Mélenchon à la France Insoumise, c'est indigne. Quant à Raphaël Glucksmann, rien n'a jamais été commencé avec lui. D'ailleurs, son existence ne tient qu'à la diabolisation de la France Insoumise. D'ailleurs, je rappelle qu'en 2024, alors que le RN était aux portes du pouvoir, celui-ci disait qu'il ne fallait rien faire avec la France Insoumise, alors que nous avons, grâce au NFP, sauvé la République des fascistes. Donc ces gens ne connaissent ni l'histoire et les périls qui sont devant nous. Ils ne connaissent pas non plus la sociologie politique de la gauche aujourd'hui, parce que la diabolisation de la France Insoumise, c'est pas que nous, c'est les soulèvements de la terre qui sont criminalisés et qualifiés de terroristes. Ce sont des militants écologistes qui sont violentés par la police. Ce sont des militants syndicalistes qui sont accusés d'apologie du terrorisme, qui sont tapés et menacés, et eux contribuent à cela. Eh bien, je pense que pour des gens qui veulent prendre le pouvoir dans ce pays, c'est se couper de tout ce qui fait aujourd'hui la gauche, qui veut changer le monde. Et d'ailleurs, c'est pas très étonnant, puisque ce sont ces gens-là qui théorisent aujourd'hui des grandes coalitions avec la Macronie et la droite. Puisque c'est ce que disent les François Hollande, les Cazeneuve, les Guedj aujourd'hui. Donc la réalité, c'est que nous ne sommes pas étonnés, mais je pense qu'il faut dire clairement que ce sont des irresponsables et qu'en aucun cas, ils ne représentent aujourd'hui la gauche. Alors, pour aller jusqu'au bout de cette question, une partie d'entre eux, donc une partie de la gauche, estime que la France Insoumise joue aussi le propre jeu de sa diabolisation. Est-ce que des déclarations comme celle d'hier soir de Jean-Luc Mélenchon sur Epstein, qui n'a pas manqué de déclencher la polémique, d'ailleurs on pouvait par avance s'en douter. Est-ce que avec ce type de déclaration, LFI ne nourrit pas elle-même cette diabolisation qui lui est reprochée ensuite? Ce genre de réflexion, ça me fait penser un petit peu aux femmes qui sont agressées sexuellement, à qui on dit qu'il ne fallait pas porter une jupe. C'est un peu un renversement parfois. Alors, c'est-à-dire que de toute façon, la montée en ligne systématique de propos détournés, mal interprétés, on a l'habitude. Il n'y a pas un jeu avec l'ambiguïté ?
Non, il n'y a pas un jeu avec l'ambiguïté. Il y a un registre politique de l'ironie, du traitement médiatique qui a été quasi inexistant de cette affaire, avec effectivement la focalisation sur des détails comme la prononciation du nom, alors que nous avons affaire à un scandale pédocriminel qui implique des ramifications internationales, qui implique des hommes politiques et des hommes influents, qui a été totalement marginalisé. Et je le comprends d'une certaine manière par rapport à la psychologie qui est liée à ce type d'affaires, parce que dès le début, cette affaire a généré des remarques complotistes, antisémites, ça a existé. Et donc, du coup, j'ai l'impression qu'il y a eu une forme de paralysie à cause de ça, mais il y a aussi une forme de paralysie parce qu'elle inclut cette affaire des gens qui sont aujourd'hui, il y a eu l'affaire Jack Lang qui a mis du temps, il y a eu une personnalité du Quai d'Orsay, et puis a contrario, on voit par exemple en Angleterre que l'ancien ministre des Affaires étrangères anglais, lui, a été mis à pied, etc., etc. Et donc, c'est une forme d'ironie sur laquelle, comme d'habitude, les mêmes viennent surfer parce que la diabolisation, c'est devenu quasiment un... Alors, parce que vous dites que ce sont des provocations, mais moi j'ai envie de dire que la diabolisation sur ces motifs-là est quasiment devenue un moteur. J'ai pas parlé de provocation, j'ai parlé de formules dont on peut par avance se douter qu'elles vont déclencher la polémique. Alors à ce moment-là, on parle de rien. Jean-Luc Mélenchon n'est pas un lapin de 3 semaines, il est tout à fait conscient que quand il va dire ça, ça va susciter la polémique. Enfin, mais vous voyez bien, il a quand même une longue carrière. Mais vous voyez bien, pour revenir à ce que je disais au début, quasiment personne n'a parlé de Epstein. Oui, mais vous pouvez très bien mettre en lumière le fait que Epstein n'a pas été assez médiatisé sans faire cette espèce de commentaire vaseux. Mais parce que c'était le cadrage. On a quand même eu un cadrage médiatique qui s'est focalisé là-dessus. Moi, j'ai cherché, en fait, Epstein, comment on prononce, et puis surtout la piste russe. Ça a été ça quand même. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que la piste russe, c'est une forme de complotisme, là, pour le coup, qui est autorisée. Mais il n'y a pas eu vraiment de traitement médiatique conséquent et cohérent. Et donc, c'était une forme d'ironie. Alors, c'est peut-être malheureux, parce que l'ironie, on en fait parfois l'expérience sur les réseaux sociaux, ça ne marche pas toujours. Mais alors, de là à dire que c'est une provocation antisémite, moi, j'en ai un peu ras-le-bol du fait que ça banalise vraiment l'antisémitisme, et surtout venant de gens qui ont participé à normaliser une marche nazie et des gens qui ont pu aller jusqu'à dire que Quentin Derogue est mort pour ses idées. Donc, voilà. Sabrina Sebaï, rapidement sur cette question-là, sur cette polémique. Oui, alors moi j'ai vu ça ce matin, je pense comme de nombreuses personnes, mais c'est vrai que quand on prend l'affaire Epstein dans son ensemble, on voit bien à quel point en France en fait c'est totalement passé sous les radars. On a beaucoup, il va parler justement de la prononciation du nom, mais pas du fond du dossier. Alors je rappelle au passage que nous à l'Humanité, on l'a traité en profondeur d'ailleurs. Parce que vous savez tout ce que ça implique. Mais je sais plusieurs révélations et j'invite ceux qui nous regardent à aller consulter notre site si vous voulez en savoir plus sur les tenants et les vous êtes quasiment à cette place de gauche à l'avoir fait. Mais une grande partie une grande partie du traitement médiatique a été sur la prononciation et on n'est pas vraiment rentré dans le fond du dossier. Et c'est vrai que quand on voit l'effet explosif que ça a pu avoir dans de nombreux pays, avec des démissions en cascade, avec des personnes mises en cause, on se dit mais qu'est-ce qui se passe en France? Qu'est-ce qui tétanise autour de cette affaire au point qu'on n'en parle pas? Il a fallu attendre des jours avant que Jack Lang ne démissionne de l'Institut du monde arabe, par exemple. Là où moi j'ai vraiment une nuance, je pense que Jean-Luc Mélenchon a fait un tweet ensuite pour parler d'ironie quand il parle finalement de comment il fallait prononcer le nom. Moi je dis effectivement c'est une ironie qui est... Alors si c'était le cas, c'est une ironie totalement ratée, parce que, vu ce que ça donne aujourd'hui en termes de résultats, mais surtout, pour moi, à partir du moment où les principaux concernés disent que c'est de l'antisémitisme pour eux et qu'ils le ressentent comme tel, eh bien, il faut peut-être reconnaître que c'était une erreur, que c'était maladroit, et donc peut-être, le reconnaître déjà, c'est une première étape. Et c'est vrai que on le dit, vous savez, souvent pour d'ailleurs quand il y a des propos racistes. Mais oui, parce que vous savez, nous souvent, quand on dit, on subit le racisme assez régulièrement, et des gens nous disent, mais non, c'est pas raciste en fait. Mais en fait, à partir du moment où moi je le ressens comme tel, la personne en face de moi, elle doit l'entendre aussi. Et je pense que pour toutes les formes de discrimination, que ce soit l'antisémitisme, le racisme, le sexisme, même, l'homophobie, et bien à partir du moment où les principaux concernés nous disent non, là, pour nous, on le vit comme tel, et bien il faut savoir faire un pas de côté et dire ok, là je me suis peut-être trompée. La secrétaire nationale des écologistes, donc Marine Tondelier, a dit rien ne va dans ses propos. Vous souscrivez?
J'ai vu son tweet, oui, ce matin, rien ne va. Alors, je ne sais pas si elle parle de l'ensemble ou juste de cette phrase-là, donc c'est un peu difficile parce que le tweet est très court là-dessus. Oui, de son point de vue, je pense qu'elle considère que ça ne va pas parce qu'effectivement, il y a beaucoup de personnes qui ont dit que pour eux, ils le vivaient comme des propos antisémites. Donc, elle fait ce tweet pour dire que ça ne va pas. Elle n'a pas prononcé le mot. Mais elle n'a pas prononcé le mot, absolument. Mais voilà, mais c'est vrai que moi, je me mets toujours du côté de ceux qui reçoivent les mots, en réalité. Donc, moi, pour moi, la nuance, elle se fait là, en fait. En tout cas, on peut se mettre d'accord sur le fait que, puisque le sujet d'aujourd'hui, c'est sortir de la diabolisation, cette séquence-là n'aide pas à sortir de la diabolisation. Je pense qu'on peut quand même se mettre d'accord sur ce... Oui, mais en fait, pour moi, si vous voulez, en fait, le fond de la diabolisation de la France insoumise, il n'est pas... je veux pas... Attention, je veux pas relativiser tout ce qui concerne l'antisémitisme. Mais la diabolisation de la France insoumise ne réside pas là-dessus, parce que lorsque j'entends Raphaël Glucksmann parler de mots violents, en fait, effectivement, pour Raphaël Glucksmann, la violence, pour lui, c'est de dire les termes sur voilà qui détient les médias, voilà les résultats des budgets de casse sociale de Macron, voilà ce qu'est le racisme dans ce pays, voilà le fait que la France ne dit rien sur les génocides en Palestine. En fait, pour eux, la violence, c'est ce qu'on défend, en fait. C'est même pas... Donc, en fait, si vous voulez, la diabolisation, elle existera toujours à partir du moment où les remises en cause que nous faisons à la fois de l'ordre établi, de l'ordre raciste, c'est beaucoup trop pour eux. Et je redis, c'est de la part de gens qui nous ont reproché, par exemple, qui nous ont dit... Et comme la droite, que la défense du peuple palestinien, c'est une forme de communautarisme et une forme de clientélisme. Ce sont des propos fondamentalement racistes. Ce sont eux qui disent ça. Donc, si vous voulez, la diabolisation, en fait, à partir du moment où nous sommes radicalement opposés à ce qu'ils défendent, elle existera toujours et ce sera toujours trop violent. Alors que la violence, c'est de laisser faire un génocide, alors que la violence, c'est de détruire le réputation publique, alors que la violence, c'est l'accaparement des richesses dans ce pays par un petit nombre de personnes. C'est ça, la violence. Alors, vous parlez de cette rupture. En même temps, tout à l'heure, on parlait du NFP qui a permis de combattre l'extrême droite en 2024. Là, on voulait en venir aussi à la question des municipales qui vont avoir lieu dans quelques jours, où la gauche se présente divisée avec une stratégie solitaire de LFI au premier tour dans de nombreuses villes, avec le refus du rassemblement au second tour par un grand nombre de candidats socialistes, notamment dans certaines des plus grandes villes. Alors, cette division qui, on le pressent quand même, préfigure celle potentiellement de 2027. Est-ce que la gauche, avec cette division, ne marque pas un point contre son camp face à l'extrême droite, Nadège Abou-Mongoli, puisque vous parliez de la rupture là qu'il y a. Comment concilier les deux? Alors d'abord, moi, je veux quand même rappeler que c'est une élection municipale, ce sont des élections à deux tours, et que dans beaucoup d'endroits, en fait, il y a eu des discussions sur la base du projet que chacune et chacun voulait présenter aux électeurs et aux électrices, et qu'il y a des endroits, ça marche, et des endroits, ça marche pas. Mais après, il y a quand même un certain nombre d'endroits où, je ne vais même pas parler des écologistes parce que ce n'est pas le cas, mais c'est quand même le Parti socialiste qui a posé des préalables avant même la discussion. Je rappelle même que, par exemple, si on prend la ville de Paris, même la primaire interne socialiste s'est jouée sur oui ou non alliance avec la France insoumise. Donc, nous disons depuis le début que l'élection municipale, c'est une élection à deux tours. Dans les endroits où nous proposons des candidatures, eh bien, nous sommes ouverts pour les seconds tours, pour faire des listes d'union, des listes de fusion, s'il faut battre la droite ou l'extrême droite. Y compris à Paris, où lors du précédent mandat, la France insoumise n'était pas dans la majorité ? Mais en fait, je suis navrée, mais je vais vous parler justement de la ville de Paris. C'est pas nous qui avons dit... Oui, enfin, je prends cet exemple. Oui, voilà. Il y en a mais d'autres. c'est pas nous qui avons dit jamais la France insoumise. C'est encore aujourd'hui Emmanuel Grégoire et ses équipes qui le disent. A contrario, je le note, de David Béliard ou de Yann Brossard. C'est-à-dire que soit on est conséquent et on dit il y a un péril d'extrême droite à Paris, une alliance entre CNAFO et Dati, et donc il faut barrer la route, soit on n'est pas conséquent. Donc la réalité, c'est que moi, je trouve normal, à un moment donné, aussi, que la France insoumise présente des candidats, parce qu'il y a aussi, dans cette pré-campagne municipale, une forme de
des formes d'expression qui ont délégitimé le droit à la France insoumise d'avoir des représentants. On a quand même le droit de se présenter. Et je constate par ailleurs que le discours du Parti socialiste visant à dire que nous souhaitons empêcher des mairies de gauche sortantes, eh bien qu'ils expliquent pourquoi, par exemple, à Strasbourg, ils se présentent contre la maire écologiste, exemple, et dans d'autres endroits également. Donc tout ça est assez hypocrite en réalité. C'est un peu ce qui s'est passé lors des dernières élections municipales où on reprochait ça aux écologistes de présenter des candidatures. Et donc la réalité, c'est que nous avons une élection municipale, nous avons des projets qui sont très différents. Il y a eu beaucoup d'endroits où il y a eu un refus aussi de voir les réalités en face. Moi, par exemple, je suis dans une ville, Aulnay-sous-Bois. La France insoumise y réalise des scores importants et on nous dénie la légitimité de tirer une liste de gauche d'union. Pourquoi ? Parce que le PS considère que le pouvoir est à lui, uniquement à lui. C'est essentiellement le Parti socialiste que je dis dans cet état d'esprit. Donc, juste vous seriez pour une union, potentiellement, malgré les ruptures que vous pointiez tout à l'heure avec certains Mais en fait, des représentants de la à gauche. chaque fois qu'il faut battre la droite ou l'extrême droite, nous sommes au rendez-vous. Nous sommes au rendez-vous lorsqu'il faut battre la droite et l'extrême droite. Lorsqu'il y a des villes où bien il n'y a pas d'enjeu à la fin, ça passera pas, on se présente en fait. Voilà, moi je suis assez sidérée par cet état d'esprit qui fait que voilà, on ne devrait pas se présenter à des élections. Personne ne comprend en réalité à part dans la tête des dirigeants socialistes. Sabrina Sebaï sur cette question des municipales, parce qu'on voit qu'en gros la séquence qui s'ouvre, notamment avec le basculement du Front républicain, enfin, du cordon sanitaire que nous proposent certains, ça arrive au moment où la gauche est en train de se fracturer, il y a en train de se battre en fait autour de la question des municipales. Est-ce que est-ce que c'est pas un peu un gros gâchis ? C'est pas un moment où la gauche est très affaiblie par ça en fait ? En fait, moi, je crois qu'il y a un élément qui est extrêmement important, c'est qu'un Français sur deux aujourd'hui souhaite changer son maire. Et donc, ça veut dire qu'il va y avoir peut-être énormément de maires qui vont sortir, parce qu'on va peut-être assister à une vague de dégagisme sur la question des maires qui ont parfois tenu des villes pendant très 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 longtemps. Donc ça, c'est un élément à prendre en compte, mais c'est pas forcément une bonne nouvelle, parce que ça peut basculer à gauche, comme ça peut basculer à l'extrême droite. Et il y a déjà des villes aujourd'hui, je pense à Menton, je pense à Toulon, où les candidats RN, ou même Marseille, qui sont quasiment aujourd'hui en passe d'accéder à des municipalités comme Marseille. On se rend compte de ce que ça va donner demain dans une ville comme Marseille d'avoir un maire du Rassemblement national. Donc c'est un beau galop d'essai en réalité pour le RN pour préparer la séquence de 2027. Et d'ailleurs, quand on parle du basculement, et il faut bien avoir en tête qu'on a une partie des LR, Ciotti, j'en parle même plus, mais LR, qui est en train de faire des alliances à des endroits, y compris... Ciotti, c'est déjà fait. Voilà, Ciotti, c'est déjà fait. Oui. Mais les autres, ils sont en train d'aller vers ce basculement-là. Et donc, la réalité, c'est qu'on va plutôt avoir un front qui irait de LR, voire parfois même, on se demande pour Édouard Philippe, ce qu'il fera en 2027. Mais la réalité, c'est que de LR jusqu'au RN, aujourd'hui, il n'y a plus tellement de distinction. D'ailleurs, à l'Assemblée nationale, souvent, quand on regarde pas les députés qui prennent la parole, vous avez l'impression que c'est le RN qui s'exprime, c'est des députés LR qui prennent la parole. D'ailleurs, on rappelle au passage que Laurent Wauquiez appelle à une primaire qui irait jusqu'à Sarah Knafo pour 2027. Donc, et Sarah Knafo, c'est Reconquête. Donc c'est encore plus loin que le RN. Plus loin que le RN, parce qu'il y a aussi ça, dans la banalisation du RN, c'est l'arrivée de M. Zemmour qui a centralisé un peu le RN et qui l'a normalisé. Dans tout ça, vous avez pour moi ce que j'appelle des pyromanes qui sont en train de jouer la question des deux gauches irréconciliables pour justifier le fait qu'il y aurait plusieurs candidatures. Et pour moi, ce qui se passe au municipal, il y a la question bien sûr des projets. Le municipal, c'est très différent parce que c'est pas les deux premiers qui restent au second tour, c'est tous ceux qui font plus de 10% ou qui font entre 5 et 10 peuvent fusionner. Donc en réalité, il peut y avoir de la place pour les uns et les autres pour défendre son projet au premier tour et fusionner au second tour. Mais pour ça, il faut être capable d'avoir une campagne qui n'est pas dirigée les uns contre les autres, mais bien contre l'ennemi politique qui est en face, à savoir la droite et l'extrême droite. Or, aujourd'hui, force est de constater que j'ai l'impression que certains candidats, de gauche, toutes confondues d'ailleurs, passent plus de temps à se taper les uns sur les autres, plutôt que de se battre contre le vrai danger qui est de l'autre côté, à savoir la droite et l'extrême droite. Donc ça, moi, de mon point de vue, c'est ça qui sera extrêmement difficile et dangereux, parce que, vous savez, les électeurs, c'est pas des moutons, contrairement à ce qu'on veut nous faire, contrairement à ce que certains peut-être pensent. Si vous passez toute la campagne de premier tour à dire que les autres sont infréquentables, que vous ne ferez jamais avec eux, allez leur raconter qu'en 5 jours, vous avez réussi à vous mettre d'accord et que vous allez diriger une ville pendant 6 ans ensemble, alors que vous avez passé des semaines à vous taper dessus. C'est très dangereux. Et je vois bien la tentation de tout cela qui est de dire finalement,
Et de justifier en quelque sorte le fait qu'on ne pourra d'ailleurs pas se rassembler pour la présidentielle, ce que je trouve moi extrêmement dangereux. Mais vous savez, moi je me dis peut-être qu'à un moment, si c'est le fiasco total et la Bérésina au municipal, peut-être que ça obligera les uns et les autres à se mettre autour de la table et à se dire, bon maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Parce que eux, par contre, à droite et à l'extrême droite, eux, ils sont organisés, ils sont prêts et ils vont aller gagner des villes et peut-être même la présidentielle. Alors en parlant de présidentielle, on a vu la primaire à laquelle votre parti participe, qui n'inclut pas toute la gauche loin s'en faut, pardon. Est-ce que cet enjeu d'unité est toujours d'actualité ou est-ce que c'est déjà trop tard en réalité? On voit que c'est quand même mal engagé. Alors, c'est très, très mal engagé. Après, c'est vrai que nous, dès le départ, et ça a été constant chez nous, c'était de dire qu'il nous faut une primaire de toute la gauche dans son ensemble, sans aucun exclusif. Parce qu'on estime que c'est l'une des seules manières de pouvoir gagner et de pouvoir faire barrage, en tout cas d'être d'abord au second tour et ensuite d'aller rassembler plus largement, d'aller gagner. C'est très mal engagé. Et c'est très mal engagé parce qu'en réalité, on voit bien que tant qu'il y aura ce climat, ce que je disais, de 2 gauches irréconciliables, bientôt on va peut-être même avoir 3 gauches irréconciliables si ça continue comme ça, eh bien je ne vois pas comment on arrive à fédérer, y compris d'ailleurs les électeurs. Mais vous savez, c'est des débats qui commencent à vraiment dater, parce qu'on a eu des candidats qui nous expliquaient par exemple qu'il y avait, on a parlé à un moment de la France des tours et des bourgs, on a parlé, enfin voilà, toute cette dimension de fracture de 2 France finalement qui cohabitent les unes à côté des autres, une 2 gauches qui cohabitent les unes à côté des autres et tout ça, vraiment, moi je dis pas que on va réussir, mais je dis qu'en tout cas notre responsabilité, c'est de tout mettre en œuvre pour que ça fonctionne. Nadège Amon-Moughali, sur la question de la primaire et plus largement sur la question de l'unité et du fait que la gauche passe plus de temps à se taper dessus qu'à cibler l'extrême droite, en gros c'est ce que dit Sabrina Sebaï. Votre avis là-dessus? Non, mais alors moi, je suis un peu, je suis assez direct là-dessus. Moi, je trouve que, bon, d'abord, les primaires, ça marche pas. Ça n'a pas marché. Ça ne marchera pas. D'abord là, la primaire, c'est la primaire de Marine Tondelier avec des bouts d'anciens insoumis, en fait, dont on a l'impression qu'ils sont là davantage pour assurer leur investiture en 2027 plutôt que pour gagner la présidentielle. De François Ruffin qui court après les fachos avec un trip un peu, tu vas rappeler les tours et les bourgs, alors que ça ne marchera jamais. En fait, ça ne marche pas. En fait, les gens préfèrent l'original à la copie. Donc, essayer de gagner un peu un imaginaire raciste comme ça, ça ne marche pas. Et puis Olivier Faure qui n'a même pas en fait l'autorisation de son parti pour participer à ça. Donc déjà c'est très mal engagé et de toute façon cette primaire elle entérine juste le fait que il y a la France insoumise d'un côté et ceux qui ne veulent pas être avec la France insoumise de l'autre. Et donc moi, je vous cache pas que ça me fatigue un peu qu'on reste dans cette forme d'hypocrisie parce que la réalité c'est que l'unité c'est autour d'un projet. Manifestement, nous n'avons pas le même. Ça ne marchera pas. Donc moi, en fait, je suis désolée, mais moi, je ne me prends... C'est autour d'un projet, pas d'un candidat, justement. Bah ouais, mais sauf que, oui, on a un projet et un bon candidat. Moi, je considère que c'est le cas. Je trouve que on tourne un peu en rond. Ça va pas aboutir. Il y a même pas le Parti communiste. Et le Parti communiste, alors peut-être qu'il fait pas des scores canons aux élections présidentielles, mais c'est encore une grosse machine qui sait faire des belles campagnes. Donc, voilà, il y a pas... je sais pas, en fait. Je suis désolée, mais j'essaye de m'y intéresser. Je n'y arrive pas et malheureusement, je pense que beaucoup de gens sont dans cette situation. Je sais pas quoi dire de plus. Voilà. Je vous voyais réagir. Oui, parce que tout à l'heure j'ai rappelé 1981 justement sur la question du programme. Et c'est vrai qu'en 2024, en quelques heures quasiment, on a réussi à poser des axes programmatiques forts pour justement dire voilà qu'est-ce qu'on ferait si on arrivait à Matignon. Et je pense qu'on est en capacité de le faire en réalité. Moi, quand je vois les votes, y compris à l'Assemblée nationale, il y a plein de choses sur lesquelles on se retrouve. Oui, on a des divergences, mais vous savez, on a des divergences par exemple avec le PC sur la question du nucléaire. On a énormément de convergences avec la France insoumise sur les questions environnementales. On a des divergences avec le PS sur d'autres sujets. Donc en vérité, bien sûr que nous avons des divergences. Je ne dis pas que on est OK sur tout. Par contre, je crois que là où il y a un vrai désaccord peut-être dans la méthode, moi je ne suis pas une fan des primaires. Je pense que les primaires, c'est un modèle à l'américaine qui fonctionne très bien aux États-Unis, mais jusqu'à présent, en France, je ne suis pas certaine du modèle. Par contre,
ce dont je suis persuadée, c'est qu'on ne peut pas arriver avec un préalable qui est de dire c'est ce candidat-là et il n'y a pas de discussion. Et je crois que ce qui a manqué peut-être, c'était de dire que tout était ouvert, y compris la question du candidat, qui pourrait être en capacité non seulement d'accéder au deuxième tour, bien sûr, mais aussi de gagner la présidentielle. Et ça, on aurait pu l'avoir collectivement, sur la base d'un projet sur lequel on met tout ce sur quoi on est d'accord, et qu'on avance ensemble sur cette campagne électorale. Pour l'instant, moi, là où je te rejoins, c'est que c'est très mal engagé, mais pour tout le monde en réalité. Non, mais en fait, parce que beaucoup de candidats à gauche, ça veut dire potentiellement aucun au deuxième tour. Rapidement, on passera. Non, en fait, le problème, c'est que d'abord, un projet et que les candidatures ouvertes, pour tous les gens de la primaire, ce n'est pas le cas. En fait, ce ne sera jamais Jean-Luc Mélenchon, puisqu'on a des anciens insoumis qui, aujourd'hui, existent politiquement sur cette ligne-là. D'accord, et qu'ils assument d'être les supplétifs du PS, ça c'est pas un problème. Ensuite, on rappelle 2024, le NFP, le programme du NFP, il y a 2 éléments fondamentaux: la rupture avec le macronisme, la lutte contre l'extrême droite. Et sur ces 2 points-là, la rupture avec le macronisme, on l'a vu dans la séquence, y compris celle du budget, c'est non. Au contraire, c'est un accompagnement du macronisme. Et sur la lutte contre l'extrême droite, c'est un accommodement avec un récit médiatique qui réhabilite l'extrême droite pour des raisons de notabilité et de respectabilité médiatique. Sur ces 2 éléments de 2024, comment faire un projet ensemble? Et donc, les gens le voient bien. Et donc, moi, je pense que c'est un problème de présenter aux électeurs quelque chose qui, d'emblée, est une arnaque. Voilà pourquoi je pense que c'est un piège, que je salue la Marie Tondelier qui pense encore y croire, mais ça n'arrivera pas. Alors, on a bien situé la différence de point de vue entre vous et avec d'autres à gauche qui, d'ailleurs, je pense, certains des candidats à la primaire aimeraient aussi vous répondre s'ils étaient présents sur ce plateau. Mais on voulait avancer dans ce débat, puisqu'il y a d'autres questions, notamment qui se sont fortement invitées ces 15 derniers jours, depuis la mort de Quentin Derengue. D'ailleurs, la réunion convoquée mardi dernier à l'Élysée par Macron, comme certains appellent à gauche, mettent au cœur de ce débat une question, celle de la dissolution. Dissolution que Emmanuel Macron a évoquée à propos de la reconstitution de groupe de la Jeune Garde Primboux. La France Insoumise et d'autres à gauche ont appelé, eux, à la dissolution de Némésis. Cet outil, il nous a semblé à entendre le ministre de la Justice à l'Assemblée nationale qui pouvait être à double tranchant. On écoute pourquoi tout de suite en vidéo. Puisqu'ayant moi-même voulu proposer au Conseil d'État la dissolution du soulèvement de la Terre, le Conseil d'État ne m'a pas donné raison, j'en avais tiré des conséquences juridiques pour le mettre à la disposition du ministre de l'Intérieur. Malheureusement, si la loi séparatisme est passée, elle n'a pas obtenu le vote de l'intégralité des hémicycles. C'était une autre assemblée à l'époque. Mais je constate que, notamment, ceux qui m'ont interrogé tout à l'heure, et sans esprit polémique, m'avaient refusé ces moyens juridiques qui peut-être permettraient de manière plus sécurisante de mettre fin à la présence de ces groupuscules. Alors là, ça nous pose la question, est-ce que c'est vraiment un outil efficace, la dissolution des groupuscules, évidemment pas celle de l'Assemblée en l'occurrence, et ne risque-t-il pas de se retourner finalement contre aussi des groupes de gauche? Nous, on ne dit pas dissolution comme ça. Nous, ce qu'on dit, c'est saisie de la justice en vue de dissolution. C'est toute la différence avec l'arme de la dissolution des collectifs et des groupes brandis systématiquement par le pouvoir. Qui se décide en Conseil des ministres. Voilà, il y a quand même une grosse différence parce qu'il faut d'abord enquêter, trouver les éléments qui permettent de dire qu'il y a manifestement trouble à l'ordre public, risque de violence. Et c'est ça, en fait, nous, qu'on demande. Alors que ce que fait Darmanin, c'est pas exactement la même chose. Et c'est ce qu'il veut, c'est pas exactement la même chose. Ce matin, j'ai vu que Nunes tout ça généreusement concédé qu'on ne pourrait pas dissoudre la France Insoumise. Mais le problème, c'est qu'à terme, c'est un peu ce qu'ils essayent de faire, dissoudre, en vérité, tous les collectifs, les associations qui sont évidemment engagés pour l'écologie, pour la gauche sociale. C'est systématique, c'est un outil de droite. On voit bien comment d'ailleurs, là en l'occurrence Gérald Darmanin, mais tout le gouvernement sans doute avec lui, veut en faire un outil à sa main. Et d'ailleurs, dans cet extrait, alors que là, aux questions à l'Assemblée nationale, il est question des groupes violents, il prend l'exemple
à dessein des soulèvements de la terre. Oui. Du coup, quel regard vous portez sur ça, Alors, Sabahi? très franchement, c'est extrêmement malhonnête en fait d'amener le débat de cette manière-là. D'abord, la question de la dissolution des groupuscules, nous on y est favorable, on l'a dit, sauf qu'on ne peut pas tout mettre au même niveau. Et c'est là où on a une vraie différence. Quand vous prenez par exemple les collectifs comme la Cocarde ou d'autres structures d'ailleurs, les Patriotes, machin, etc., ce sont des groupuscules qui se sont fondés essentiellement sur le racisme, la xénophobie, l'homophobie, etc. Tout ça, ce sont des délits. Et donc, à partir de ce moment-là, en fait, même sans passer à l'acte de la violence, on peut les dissoudre. Puisque leur idéologie, même intrinsèquement, ces groupuscules sont fondés sur une idéologie qui est déjà un délit en soi. On ne peut pas dire la même chose d'autres structures, comme les Soulèvements de la Terre ou la Jeune Garde, qui sont soit de l'antifascisme, soit des militants écologistes, ou L214, etc. Vous voyez bien, c'est deux choses totalement différentes. Les mettre au même niveau, c'est déjà extrêmement malhonnête intellectuellement. Et ça, c'est un problème. Et en même temps, ça va dans la continuité. Tout à l'heure, on a évoqué la question du cadrage médiatique. Vous voyez bien, quand on a sur une chaîne, quand même, France Info, une journaliste qui nous explique que finalement, cette marche, elle s'est bien passée. Ah oui, parce qu'il n'y a pas eu de casse. Mais attendez, c'est très grave. Il y a eu des saluts nazis, il y a eu des propos racistes, tout ça, ce sont des délits. Si je peux me permettre, la phrase est même pire. Elle a dit quand l'ultra-droite défile, c'est calme, quand l'ultra-gauche défile, il y a un mort. C'est la phrase de Et donc on voit bien tout ça, Ouais. en fait, c'est un ensemble. Et moi, je vais même aller plus loin que ça. Si on veut vraiment être ferme, et si on avait voulu être ferme sur ces questions-là, sur dire attention, nous ne voulons pas d'organisations violentes dans notre pays, d'organisations qui discriminent, qui sont racistes, antisémites, xénophobes, etc. Eh bien, je vais vous dire, il y a un moment, il y a des personnalités politiques de haut niveau dans ce pays qui auraient dû dissoudre le Front National, qui auraient dû dissoudre le Rassemblement National et qui auraient dû dissoudre Reconquête. Si vous dites que les organisations qui sont basées sur le racisme et l'homophobie peuvent être dissoutes, effectivement, c'est le cas du Rassemblement National, c'est aussi le cas de Reconquête. Mais ça aurait dû être dissous, en fait. Parce que sinon, on n'en serait pas là dans ce pays. Parce que c'est à cause de partis comme ceux-là qu'aujourd'hui, on a des locaux de parlementaires qui sont certes tagués, mais vous avez des mosquées, vous avez des synagogues, vous avez des rues, vous avez des quartiers, vous avez des gens qui sont agressés, des femmes qui se font arracher des voiles dans les rues. Vous avez aujourd'hui une explosion des actes racistes, antisémites, homophobes dans notre pays parce que nous avons ces partis qui diffusent leur haine 24 heures sur 24 sur des plateaux de télévision. Et donc, si on avait vraiment voulu avoir une cohésion et un projet et se dire la nation, qu'est-ce que c'est que la nation française, avoir un projet de société, eh bien, ces partis, ces mouvements auraient dû être dissous par les gouvernements successifs. On voit bien l'impact symbolique que ça peut avoir de dire à un moment que la République dise non, ça, ce n'est pas possible. En revanche, certains chercheurs pointent aussi notamment le fait de la reconstitution et de la dispersion d'un certain nombre de ces groupes. Par exemple, quand le Bastion social a été dissous à Lyon, il s'est recomposé en Audace Lyon, etc. Donc, est-ce que pour vous, c'est tout de même un outil qui doit être qui est efficace si je peux et qui doit être juste prolonger ta question, Julia, est-ce que la réponse contre l'extrême droite peut être uniquement judiciaire? Parce que en fait, le truc, c'est que la dissolution, en fait, c'est un élément de discours politique. Voilà, c'est un élément des discours politiques parce qu'effectivement, en termes d'efficacité, les gens peuvent se reconstituer. Donc, c'est un élément de discours politique pour signifier que ça, c'est pas possible. Et donc, c'est la raison pour laquelle les gens qui évoquent la dissolution de la Jeune Garde, qui, je rappelle, est un mouvement antifascisme. Et je rappelle que l'antifascisme, c'est la protection de la République. L'antifascisme, en réalité, n'est pas partisan. Nous avons vu d'ailleurs Dominique de Villepin rappeler ce qu'était l'antifascisme. L'antifascisme, c'est le général de Gaulle aussi, surtout. Donc, la réalité, c'est que la dissolution, c'est un élément de discours et de communication politique. La réalité, ensuite, c'est de mettre les moyens, par exemple, pour protéger les personnes agressées, les personnes victimes de racisme, victimes de sexisme, d'homophobie, de faire en sorte que la police et la justice soient formées à cela, parce qu'aujourd'hui, il y a une forme d'usure mentale de millions de gens dans ce pays. D'ailleurs, je vais parler de la proposition de Daniel Obono concernant l'impact psychologique de ce climat sur des millions de gens dans ce pays. Eh bien, c'est ça, en fait, la réalité d'un pouvoir politique qui lutte vraiment contre les mouvements violents. La dissolution, c'est un élément des discours politiques. C'est de dire que là, ça a été trop loin. Moi, je considère que Némésis est responsable de la mort de Quentin Deroque parce qu'elle instrumentalise, elle embrigade des jeunes pour aller aller se battre, aller faire des guet-apens, alors qu'ils pourraient être tranquilles et laisser tranquilles les réunions politiques qui se tiennent. Donc voilà, la dissolution, pour nous, c'est pas le... Et d'ailleurs, nous, en général, on demande rarement la dissolution. C'est très rare. Ce qu'on demande, c'est des enquêtes en vue de dissolution. C'est un outil. La dissolution est un outil. Moi, ce que je rajouterais quand même, c'est que
ces groupuscules d'extrême droite et toute cette violence, elle existe aussi parce qu'il y a des problématiques de fond qui n'ont jamais été réglées dans ce pays. Et je crois que tant qu'on ne donne pas une vision et en tout cas un avenir ou en tout cas un espoir politique pour toute une partie de notre jeunesse et de notre pays, en fait, ces groupuscules continueront de se reconstituer puisque, à la base, ce sont des gens qui se sentent totalement abandonnés par les différents pouvoirs politiques qui ont été mis en place dans notre pays et qui donc se nourrissent sur cette haine parce qu'eux-mêmes se sentent exclus de la société. Et donc je crois qu'il y a un traitement de fond qui est celui du projet et comment on répare notre société et le traitement d'urgence qui est celui de la dissolution quand ça va beaucoup trop loin. Voilà, Une dernière question pour terminer, pour un peu ouvrir la focale pour cette fin de débat. On a forcément pensé à Charlie Kirk après l'affaire Quentin Derongue, puisque voilà, érigé en martyr une figure de l'extrême droite qui a été donc dans les deux cas tuée. On a envie de se demander où est l'internationalisme antifasciste dans ce contexte-là, parce qu'on ne peut pas avoir juste le nez dans la France et pas se rendre compte que tout ce qui se passe fait écho à ce qui se passe ailleurs, aux États-Unis notamment, mais pas seulement, ailleurs en Europe également. Voilà, ma question un peu ouverte pour la fin, en quelques minutes seulement, parce qu'on a bientôt fini. Non, mais Charlie Kirk, c'est d'ailleurs Dominique de Villepin qui a dit que l'extrême droite cherchait son moment Charlie Kirk. Les gens qui ont mis un signe égal aux États-Unis entre Martin Luther King et Charlie Kirk, nous ne mettons pas de signe égal. Et effectivement, la question de la lutte contre le fascisme est une question internationaliste. Il faut évidemment regarder ce qu'il se passe partout. Nous avons vu hier une entrevue entre Moody, le dirigeant indien, et Netanyahou. Ce n'est pas pour rien. Il y a aujourd'hui une internationale réactionnaire, fasciste, raciste, et il faut la combattre à tous les niveaux. C'est la raison pour laquelle il faut vraiment se battre contre l'importation en France de ces grilles de lecture qui, moi, ça me rappelle un peu ce visuel qui tourne beaucoup sur les réseaux sociaux. D'un côté, le Ku Klux Klan, de l'autre des militants pour les droits civiques, au milieu compromis. Nous ne combattrons jamais avec l'extrême droite, avec les fascistes, et c'est un combat effectivement international. Voilà, Sabaï, le mot de la fin. Combat international, absolument. D'ailleurs, on a vu la tentative de récupération par Mélanie et par Trump du crime de Quentin Derongue. Donc, il faut être absolument vigilant. Il faut que ce combat se fasse à l'échelle internationale. D'ailleurs, il y a des mobilisations qui se font. Je sais qu'il y a un texte qui a été signé par plus de 250 personnes, je crois, à travers l'Europe, justement sur la lutte antifasciste. Et je crois qu'il faut vraiment être extrêmement vigilant parce qu'on a vu, vous savez, il y a des choses qui nous semblaient totalement acquises, notamment aux États-Unis. Et on a vu arriver Trump. Et là, on s'est dit, mais en fait, rien n'est acquis. La question de l'IVG, la question de l'ICE, cette milice, absolument. Donc, en fait, il faut jamais baisser la garde. C'est ce que je veux dire. Ça peut aller vite. Ça peut aller très vite. Et en fait, en réalité, peut-être que certains se disent il faut qu'on essaye, parce qu'on n'a jamais essayé, mais quand ils sont au pouvoir, ils n'en partent plus. D'autant qu'on a encore moins de contre-pouvoir que les États-Unis, a priori, en plus, dans la Ve République. Et puis l'extrême droite en France, je le rappelle, on a déjà essayé. On a vu ce que ça a donné. Oui, non, parce que c'est quelque chose qu'on entend beaucoup. En réalité, il y a quand même des candidats qui réhabilitent totalement Pétain. C'est assez terrifiant quand même. Et soi-disant républicain au passage. Oui, alors pour ceux qui n'auraient pas suivi, c'est une référence à Martine Vassal, qui a assumé, candidate à Marseille, qui a assumé le slogan de Pétain, travail, famille, patrie, comme étant le sien également et ses valeurs. LR Renaissance. LR Renaissance, oui, pas RN, effectivement. Je préciser. Eh bien, je vous remercie toutes les deux. C'était effectivement la question de la fin, comme nous en avait prévenu Cyprien. On arrive donc au terme de ce troisième match. Il me reste donc à vous remercier, vous. Merci beaucoup d'y avoir participé. Merci de votre présence. Merci à toi aussi, Cyprien. Merci bien sûr à vous derrière vos écrans. Et j'en profite pour glisser un dernier petit mot pour vous rappeler que l'Humanité, en partenariat avec Blast, Street Press, Les Inrocks et Radio Nova, vient de sortir un hors-série spécial Front commun contre l'extrême droite. Vous pouvez vous le procurer en kiosque ou en commande sur notre site. Et d'ici à ce que vous l'ayez trouvé, lisez l'UMA, regardez nos vidéos, consultez notre site et surtout, abonnez-vous. On a besoin de vous.